loué soit Jésus-Christ, l'époux des âmes fidèles, qui l'invite à ses noces éternelles. Sa paix soit avec vous. Si l'Église condamne la contraception comme étant intrinsèquement mauvaise, c'est parce qu'elle sépare les deux finalités, les deux significations de l'acte conjugal, qui sont, d'une part, le bien des époux, et d'autre part, la transmission de la vie. Cette séparation engendre la perte, la compromission des biens du mariage, l'avenir de la famille, et altère la croissance spirituelle du couple. L'amour des époux est placé sous la double exigence de la fécondité et de la fidélité. Pour autant, l'Église ne dit pas qu'il faut que tous les rapports conjugaux soient féconds. Le bon Dieu a bien fait les choses. Dans le cycle féminin, comme chacun sait, il y a un temps où les rapports sont féconds et un temps où les rapports ne sont pas féconds. Et l'Église dit donc aux couples qui ne veulent pas avoir d'enfants pour de bonnes raisons, non pas pour des raisons égoïstes ou esthétiques. Il ne s'agit pas de dire « moi je ne veux pas avoir d'enfants parce que j'ai envie de m'acheter une 4e moto ou que sais-je ». Ou bien, je ne veux pas avoir un gros ventre cet été sur la plage. Non. Mais si pour de justes raisons, un couple estime qu'il ne peut pas accueillir un nouvel enfant, alors l'Église l'invite à utiliser les signes qui indiquent la période de fécondité ou de non-fécondité du cycle féminin. Évidemment, cette méthode ne rencontre pas de publicité dans la société. Et cela pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a rien à vendre et que donc les trusts pharmaceutiques n'ont rien à gagner. Et quand on sait le marché que représente la contraception, on comprend que ceux qui ont fait de l'argent leur Dieu ne veuillent pas du tout parler de cette méthode. La deuxième raison pour laquelle cette méthode de régulation naturelle des naissances n'est pas acceptée, elle qui implique la maîtrise de soi périodique, régulière, la continence, c'est parce que justement la société a fait du plaisir son Dieu. On veut jouir autant qu'on veut, avec qui on veut et comme on veut. Et donc cette maîtrise de soi va à l'opposé. Nous ne sommes pas des animaux seulement régis par nos hormones. La sexualité n'est pas qu'une affaire chimique. Les animaux dans la nature s'unissent uniquement au moment où les rapports sont féconds, pendant la période du rut. En dehors de ce temps, il n'y a pas d'union. L'homme est la seule créature qui a des unions indépendamment de la période de fécondité. Cela veut dire que la relation conjugale n'est pas une affaire simplement biologique ou chimique, mais qu'elle est laissée à la liberté de l'homme, et donc à sa responsabilité. Il faut donc qu'intervienne dans cette relation, pour qu'elle soit vraiment humaine, pas seulement l'instinct, mais aussi la raison et la volonté, afin que ce soit vraiment un acte d'amour, et non pas simplement un acte animal. La régulation naturelle des naissances répond complètement à cette vocation de la sexualité humaine, d'être maîtrisée. Il y a plusieurs raisons qui militent pour que les couples utilisent la régulation naturelle des naissances. La première, si l'on veut, c'est que cette méthode, aujourd'hui, a atteint une efficacité de 99%. Nous n'en sommes plus à l'époque de ses débuts, mais de grands progrès ont été faits depuis, et cette méthode est vraiment efficace, si elle est bien suivie. La deuxième raison, c'est que cette méthode qui implique des périodes de continence
régulière, périodique, développe la capacité à se maîtriser, à se posséder, à être maître de soi. Cette méthode, en développant la maîtrise de soi, est au service de l'amour parce qu'elle augmente la capacité aussi à se donner. Plus je suis maître de moi, plus je me possède, plus aussi je peux me donner. La troisième raison, c'est qu'elle développe la tendresse. En effet, pendant les périodes d'abstinence, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour. L'amour est toujours là, mais il va chercher à se dire d'une autre façon. Et alors, ça va être un baiser, un sourire, une caresse, un bouquet de fleurs, enfin, toute la banalité du quotidien va se trouver investie par cette charge d'amour qui va chercher à se manifester. Et cela va donc être le développement de la tendresse. La quatrième raison, c'est que, avec la contraception, on peut s'unir sans se dire un mot. Là, ce n'est plus possible. Il faut nécessairement que le couple dialogue. Et on sait que, dans un couple, lorsqu'il n'y a plus de dialogue, c'est le commencement de la fin. Tu me dis que tu es féconde, je te crois. Tu me dis que tu n'es pas féconde, je te crois. Outre donc le dialogue indispensable avec la méthode de régulation naturelle des naissances, c'est aussi la confiance qui se trouve invitée, vivifiée. Je te fais confiance pour quelque chose d'aussi important que la venue ou non d'un enfant dans notre foyer. Comment l'amour ne serait-il pas fortifié par ces preuves répétées de confiance? Cinquième raison, c'est qu'avec la régulation naturelle des naissances, on n'a plus besoin de trafiquer le corps de son épouse pour le rendre disponible à loisir, à ses désirs. Tu es féconde, je t'aime féconde. Tu n'es pas féconde, je t'aime pas féconde. Je t'aime comme tu es. Je n'ai pas besoin de te trafiquer pour te réduire à n'être plus qu'un objet de jouissance. Tu es autre chose. Et donc l'épouse se voit respectée pour ce qu'elle est. Elle n'a pas besoin de se transformer en autre chose que ce qu'elle est. Et on sait que, évidemment, le commencement de l'amour, c'est le respect. Là où il n'y a pas de respect, il n'y a pas non plus d'amour possible. Si l'épouse se sent respectée pour ce qu'elle est, alors elle sait qu'elle peut aussi vraiment être aimée. La sixième raison, c'est que cette méthode augmente le désir. En effet, quelque chose que l'on peut faire à n'importe quand devient banal et donc perd son intérêt. En régulant l'exercice de sa sexualité, le couple en canalise l'énergie et l'utilise avec une puissance accrue. Au lieu d'être les jouets de leur sexualité, ils en sont les maîtres. Au lieu de se laisser submerger par la véhémence de leur désir, comme un torrent en crue, qui aussitôt après, à la saison suivante, sera sec, ils maîtrisent leur désir et par le barrage de leur renoncement, augmentent les capacités de leur désir, en sorte que ce puisse être toujours la fête et le plaisir qui continuent. Septième raison, c'est que, en utilisant les méthodes de régulation naturelle des naissances fondées sur l'observation des signes qui indiquent les périodes de fécondité ou de non-fécondité, l'épouse échappe aux effets secondaires de la contraception, qui sont, entre autres, de nombreux cancers. Statistiquement, il est prouvé que l'utilisation de la pilule engendre de nombreux cancers, dont celui du sein et de l'utérus, et d'autres pathologies, comme la stérilité. Huitième raison. Dans le groupe des couples qui utilisent la régulation naturelle de la fécondité, il n'y a que 3% de divorces, et souvent pour des raisons indépendantes
de la relation. Alors que dans le groupe des couples qui utilisent la contraception, il y a plus de 50%. Pour terminer, je vous lis un extrait de l'encyclique du pape Paul VI, publié en juillet 1968, Humanae Vitae, qui a donné la doctrine définitive de l'Église au sujet de la régulation des naissances. Et vous allez voir combien cette parole était prophétique. Les hommes droits pourront encore mieux se convaincre du bien fondé de la doctrine de l'Église en ce domaine s'ils veulent bien réfléchir aux conséquences des méthodes de régulation artificielle de la natalité. Qu'ils considèrent d'abord quelle voie large et facile ils ouvriraient ainsi à l'infidélité conjugale et à l'abaissement général de la moralité. Et en effet, on sait que depuis que la contraception est devenue légale, la courbe des divorces a augmenté proportionnellement à la courbe de l'utilisation de la contraception, car celle-ci a favorisé les infidélités conjugales, cause première des divorces. Baisse générale de la moralité, on constate aussi depuis la légalisation de la contraception comment la femme, dans les moyens de communication, la publicité, le cinéma, la culture, a été réduite à n'être plus qu'un objet de plaisir, une marchandise. Et les enfants, très jeunes, eux-mêmes, sont privés dans leur innocence d'une formation psychologique, morale, qui leur permettra plus tard de fonder une famille stable et solide. Il n'est pas besoin de beaucoup d'expérience pour connaître la faiblesse humaine et pour comprendre que les hommes, les jeunes en particulier, si vulnérables sur ce point, ont besoin d'encouragement à être fidèles à la loi morale. Aujourd'hui, il n'y a plus de loi morale. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a sa vérité. Ce qui est bien pour l'un n'est pas forcément bien pour un autre. Donc il n'y a plus non plus de lien social possible. On peut craindre que l'homme, en s'habituant à l'usage des pratiques anticonceptionnelles, ne finisse par perdre le respect de la femme et sans plus se soucier de l'équilibre physique et psychologique de celle-ci, n'en vienne à la considérer comme un simple objet de jouissance égoïste, et non plus comme sa compagne respectée et aimée. Qu'on réfléchisse aussi à l'arme dangereuse que l'on viendrait à mettre dans les mains d'autorités publiques, peu soucieuses des exigences morales. Qui pourra reprocher à un gouvernement d'appliquer à la solution des problèmes de la collectivité ce qui serait reconnu permis au conjoint pour la solution d'un problème familial? Et de fait, les autorités chinoises, par exemple, ont imposé que les couples n'aient pas plus qu'un enfant. Aussi, si une deuxième grossesse survient dans un couple, la femme est forcée d'avorter, de gré ou de force. Et si un deuxième enfant naît, les parents ont le devoir de le tuer. Voilà ce que peut produire un État lorsque les couples eux-mêmes ont commencé par se donner à eux-mêmes ce droit. L'État ne fait qu'appliquer à son niveau, celui de la société, ce que chaque couple a le droit de faire pour lui-même. Qui empêchera les gouvernants de favoriser et même d'imposer à leur peuple, s'ils le jugeaient nécessaire, la méthode de contraception estimée par eux la plus efficace? En effet, à quand Roselyne Bachelot va-t-elle demander au 6e de porter un implant anticonceptionnel? Pourquoi pas? Au nom de la santé publique. Maintenant, les adolescents peuvent très bien avorter sans le consentement des parents. On détruit l'autorité parentale, sur quelque chose d'aussi important que la vie d'un être humain,
On peut très bien imaginer bientôt que l'État oblige les adolescents à porter un implant. Peut-être qu'ils n'ont pas pensé encore. Voilà une idée. Et ainsi les hommes, en voulant éviter les difficultés individuelles, familiales ou sociales que l'on rencontre dans l'observation de la loi divine, en arriveraient à laisser à la merci de l'intervention des autorités publiques le secteur le plus personnel et le plus réservé de l'intimité conjugale. Quel malheur si l'État, le gouvernement, le pouvoir se permet de venir s'ingérer, légiférer dans la vie privée des gens, dans ce qu'ils ont de plus intime, de plus personnel et donc de plus humain. Ce serait vraiment la déshumanisation totale de l'être humain. Et tout cela est une conséquence logique pourtant de cette compromission avec la loi morale, avec le refus de se maîtriser, d'être responsable, d'accepter finalement la croix de Jésus-Christ. Mais je peux vous assurer que tous les couples à qui je recommandais cette méthode et qui l'ont utilisée m'ont tous dit à quel point leur amour en avait été renouvelé et approfondi comme jamais ils n'auraient osé l'imaginer.